Quand j'ai ouvert mon site, j'ai dû attendre 11 jours pour avoir une première commande. Et au bout de 2 ans et demi, je faisais 800 000 euros de chiffre d'affaires. Il y a un peu tous les influenceurs qui ont, enfin pas tous, mais qui ont sorti une marque de matcha. Toi, comment tu fais pour t'en sortir Je crois que c'est une bonne chose qu'ils aient lancé leur marque finalement, parce que ça agrandit le marché, vraiment. C'est important dès le départ, quand t'embauches quelqu'un pour du télétravail, d'être sûr que la personne est ok d'avoir pas de collègues, pas de... Ouais, tu vois, c'est ça, ouais. enfin, c'est quand même un mode de vie particulier. En off, tu m'as aussi dit qu'il y a une nouvelle, là, t'es enceinte. Oui, comment ouais. est-ce que tu envisages un départ en congé mat? Enfin, c'est comment, vu que t'as des fournisseurs aussi à l'autre bout du monde, comment ça les gère? En plus, avec des autres cultures. Une des premières choses que m'a dit ton agricultrice partenaire, c'est Camille, c'est une cliente, mais c'est aussi une amie. Camille Becerra est la CEO d'Anatae. Anatae, c'est une marque de thé matcha. En 5 ans, elle a atteint les 6 millions d'euros de chiffre d'affaires avec une équipe de 8 personnes qui est 100% en télétravail. Anatae s'est imposée comme une référence sur le thé matcha en France dans un secteur ultra concurrentiel porté par les influenceurs. Dans cet épisode, on va découvrir comment Anatae est organisée avec une équipe 100% remote, les défis de la gestion des fournisseurs à l'international et enfin les dernières étapes qui l'ont amené de 0 à 6 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut Camille, bienvenue dans Sous le capot. Salut, merci. Avec plaisir. Écoute, moi j'ai découvert Anatae comme beaucoup avec l'essor du matcha. On en voit un peu partout. Mais en faisant mes recherches, j'ai vu que vous étiez vraiment un précurseur parce que vous avez lancé un peu avant cette mode. C'est ça. Est-ce que tu pourrais nous expliquer déjà comment Anatae vous êtes organisé, vous êtes structuré? Ouais, bien sûr. Alors déjà, tu dis vous, mais en fait, j'étais toute seule à l'époque. Ouais. Donc moi, j'ai lancé ça tout début 2019. Ouais. En fait, c'est en 2018, j'ai décidé d'aller au Japon pour creuser sur ce produit-là, en fait, qui m'avait, moi, interpellée. Ok, parce que tu l'avais découvert où? Je l'avais découvert dans un resto asiatique des années avant. Ok. Et ensuite, j'avais passé 6 mois à Hong Kong en stage. Et alors, même si c'est un thé japonais, à Hong Kong, il y en avait quand même beaucoup. Et c'est là que j'ai commencé à en consommer, moi, au quotidien, et que ça a mis une petite graine dans mon cerveau. Et voilà, donc j'ai fini mes études après ce stage. Et puis, une fois diplômée, je trouvais pas trop ma voie. Et je me suis dit, en 2018, c'est peut-être le moment d'aller creuser ça. Et donc, au Japon, je me suis fait un séjour où la moitié du temps, je faisais des petits boulots. Ouais. Et le reste du temps, je me consacrais à ce sujet. Donc, j'essayais de rencontrer des agriculteurs pour me former et peut-être trouver des fournisseurs. Donc ça, c'était fin 2018. Parce que quand tu dis te former, c'est quoi? C'est comprendre comment on fait un bon matcha ou... Ouais, en fait, le matcha, c'est un résultat qui est obtenu à partir de thé vert. Ouais. C'est du thé vert qui est passé par plein d'étapes. Et la dernière, c'est la réduction en poudre. C'est pour ça que c'est un thé en poudre. Et quand je dis me former, c'est... Je sentais qu'il allait falloir que j'éduque le marché et que du coup, je connaisse très bien mon produit parce que sinon, ça allait être compliqué. Et c'est quand même assez pointu, tu vois. C'est le monde du thé, c'est un peu comme le monde du vin, en fait. Il faut comprendre les récoltes, les régions, les climats, pourquoi il y a différents thés, pourquoi il y a différentes qualités, etc. Il y a plein de sujets à creuser que je creuse encore aujourd'hui parce que t'en apprends tout le temps. C'est un peu sans fin, quoi. Exactement. Et j'avais envie de comprendre vraiment ce que c'était. Et puis, j'avais vu aussi déjà un petit peu qu'il y avait des qualités différentes. Et je voulais comprendre pour bien sélectionner mon fournisseur, tu vois. Donc, c'était hyper intéressant. Je regrette toujours qu'il n'y ait pas eu une caméra qui m'ait suivie à ce moment-là parce que c'était passionnant. Puis, j'étais toute seule, tu vois, dans les montagnes au Japon. C'était un peu une aventure de fou, quoi. Ah ouais, punaise. Et c'est après ça que, comme j'ai trouvé 2 partenaires sur place incroyables, je me suis sentie assez en confiance pour lancer la marque. Et du coup, quand tu dis des partenaires, c'est que c'est... Enfin, je sais pas, il faut s'imaginer ça, c'est comme des domaines... Tu as fait l'analogie avec le vin, c'est comme des domaines de vin ou c'est vraiment des petits producteurs familiaux? Enfin, comment ça se... Alors moi, j'ai 2 partenaires qui sont assez différents. J'en ai un, c'est vraiment un agriculteur. Et c'est une famille d'agriculteurs, en fait. C'est de génération en génération, ils font ça. Et ils travaillent encore en famille. Donc ça, c'est, tu peux imaginer des champs de thé. Ils ont leur logement sur place. Ils ont une petite usine sur place. Donc voilà, c'est eux qui plantent, qui récoltent, qui amènent les feuilles à l'usine et qui les transforment. Donc ça, c'est mon premier contact. Et le deuxième que j'ai, lui, il est producteur
uniquement. Donc, ça veut dire qu'il achète les feuilles de thé, à des agriculteurs et il les transforme en thé. D'accord, ok. Voilà. Donc, j'ai deux types de contacts qui sont assez différents, mais c'est hyper intéressant du coup parce que c'est assez complémentaire. Il y en a un qui fait tout lui-même, il y en a un autre qui est juste un maillon de la chaîne. Ah, ok, ouais. Voilà. Ok, super intéressant. Donc en gros, en 2018, du coup, tu lances la marque. Début 2019. Début 2019. Et du coup, comment ça s'est passé? En gros, toi, tu as lancé la marque toute seule? Ouais, toute seule. T'es montée jusqu'à quel niveau de chiffre d'affaires toute seule? Alors, ça a mis du temps. Franchement, au début, c'était très timide. Hein. Ça, il faut le dire. Moi, j'ai ouvert mon site. J'ai dû attendre 11 jours pour avoir une première commande. Ok, d'accord, ouais. Donc, avant, le matcha, déjà, ça parlait à personne. Et puis, moi, je connaissais personne. J'étais ni pistonnée par quelqu'un, ni j'avais des investisseurs. T'avais pas de réseau Rien du tout. Rien du tout. C'était ma première boîte. Je découvrais tout. Ouais. Donc, j'ai découvert que je pouvais créer un site. J'ai monté un Instagram. Au début, j'avais 33 abonnés. Enfin, c'était ridicule, quoi. Mais c'est comme ça qu'on en est arrivé là aussi. Donc, moi, j'ai été toute seule pendant 2 ans et demi, je dirais à peu près. Et au bout de 2 ans et demi, je faisais 800 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, en passant de 0 à 800 000, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'était quoi un peu les accélérateurs qui t'ont amené à 800 000? Enfin, c'est... Ouais, en fait, ça a été assez crescendo. Ok. Mais assez rapide quand même, tu vois, pour arriver à 800 000. Bah ouais, c'est ça. C'est-à-dire que je pense qu'au bout d'1 an, je faisais peut-être... je veux pas dire des bêtises, mais... au bout d'1 an, je vais faire peut-être un tiers de 800 000, tu vois. Ok, ouais. Et après, ça allait de plus en plus vite, mais c'était quand même pas mal pour une première année, tu vois. Faudrait que je regarde mes chiffres, mais c'est allé par palier assez impressionnant quand même pour quelqu'un qui démarre de zéro, toute seule. Mais le shift, je l'ai vu avec l'influence. Ah ouais, parce que t'as tout de suite commencé avec de l'influence. Ouais. J'ai tout de suite commencé avec de l'influence, d'abord gratuite. Ouais. Donc, je contactais de la dotation. plein de filles. Ouais. Ça, dès le Japon, tu vois, moi, je griffonnais qui j'allais contacter. Ah, ok, quoi. ouais. Je préparais déjà un peu mon speech et tout. Voilà, je disais, il y a un produit novateur, quasiment personne ne le fait encore. Moi, je suis allée au Japon, je crois beaucoup en ce produit, ça a plein de vertus, c'est pas toujours amer. Moi, j'ai un produit sans amertume. Est-ce que ça te dit de recevoir mon produit? J'ai pas de budget, mais si ça te plaît, est-ce que tu pourrais en parler à ta communauté? Puis j'ai eu beaucoup de non, bien sûr, et j'ai eu quelques oui. Et petit à petit, ça a fait grandir un petit peu la communauté. Et quand j'ai eu un peu plus de budget, j'ai pu commencer à les rémunérer par affiliation, donc par commission. Et un jour, j'ai pu carrément payer cash pour cash. Des montants fixes, en tout cas, pour des OP YouTube, Instagram. Ok, d'accord. Ouais, donc c'est ça après qui t'a fait connaître. Okay. Ouais, j'ai vu les premiers pics de visite avec ça. Ok, ouais. Donc une fois que t'es à 800... Donc en gros, c'est quand même dingue de se dire que tu fais 800 000 euros seul, quoi. Enfin, c'était incroyable. C'est impressionnant, Et du coup, toi, tu gérais tout. Donc, tu gérais la call, le market, la supply. Je faisais tout. Au bout d'un certain temps, j'ai pris quand même un logisticien parce que... Mais c'est vrai, je suis arrivée jusqu'à faire 1000 commandes de mes mains par mois. Oh, putain. Donc, tu vois, au tout départ, c'était cool de faire les commandes. J'étais enthousiaste. Je me disais, trop bien, les gens, ils achètent. Voilà, au début, il y a une magie qui me laisse de très bons souvenirs. Et j'allais à la poste tous les 2 jours, après tous les jours, après plusieurs fois par jour. Et puis quand on est arrivé à 1000, là, ça devenait invivable, en fait. Parce que j'étais en train de préparer une commande et il y en avait une autre qui tombait et je pouvais plus bosser, en fait, tu vois. Ouais, tu passes ta journée à faire ça, quoi. C'est ça. Donc, logisticien en tout premier. À peu près en même temps, SAV. Donc ça, c'était quand même une freelance qui bossait pour moi. Et après, j'ai commencé à embaucher vraiment en CDI pour créer des vrais pôles, en fait. Parce que c'est vrai que je faisais tout. Il y a le côté B2C, mais j'essayais aussi de développer le B2B. Et c'est surtout ça que j'arrivais pas à faire par manque de temps. Donc c'est ça qui a fait que j'ai commencé à recruter, si je me souviens bien. Parce que le B2B, c'est aussi long, parce que tu dois créer le relationnel, tu dois souvent aussi aller sur des salons. Exactement. Puis nous, on a 2 types de B2B. On a les restaurateurs, enfin tout ce qui est café, hôtel, restaurant, et les revendeurs. Donc c'est déjà 2 types de clients différents. Parce qu'il y en a un qui retravaille le produit, il y en a un qui le revend, donc c'est pas du tout les mêmes arguments de vente, tu vois. Et c'est pas même les mêmes portefeuilles, quoi. C'est des univers différents, donc
J'y arrivais pas. Au début, je faisais un peu de porte-à-porte. Je tapais aux portes des cafés à Paris. Tu vois, je me disais, bon, aujourd'hui, je fais le 11e à fond. Et je faisais ma petite liste. Et ça accrochait un petit peu, tu vois, ça mordait un petit peu. Mais ouais, c'est là que je me suis dit, j'ai vraiment besoin de quelqu'un. Je sentais un manque à gagner ici. Ouais. Et puis après, il y a eu un manque niveau créa, parce que même si je savais bidouiller, c'est quand même pas mon domaine. Ouais. Tu vois, moi, j'ai fait une école de commerce. Donc, je savais faire des petits montages, mais vite fait. Et puis voilà. Donc, on s'agrandit comme ça. Ok, ouais. Et du coup, tu me disais, c'est à peu près jusqu'à de ces 800 000 euros. Après, vous avez fait une étape où, en gros, tu recrutais un peu des personnes qui devaient faire un peu de tout. Oui. C'est bien ça, hein, où en gros, vous étiez très couteau suisse. Bah, c'est normal au début. Ça, c'était à peu près jusqu'à quoi 3-4 millions. Et après, vous avez dû vous spécialiser. Enfin, comment ça s'est... Ouais, jusqu'à 3 millions, je pense. Bah, en fait, on a une croissance qui est assez folle parce que là, on fait 6 millions, mais l'année dernière, on faisait 3. Ah ouais, donc, on a doublé là, cette année. Et c'est vraiment depuis 1 an que on n'arrête pas de dire ça, c'est pas à toi de le faire. Toi, tu fais ça. Ça, c'est pas à toi de le faire. Toi, tu fais ça. On essaye de plus avoir ces vieux réflexes de dire ah bah je m'en occupe. Et puis maintenant, quand on recrute depuis 1 an, c'est vraiment des gens pour un pôle bien précis et parce que ils ont de l'expérience dans ça, ils ont fait des études dans ça. Ils ont déjà des expériences précédentes. Ouais, c'est ça. Ok, ouais. Et du coup, bah, ça n'a pas dû être simple non plus, parce que du coup, tu as dû, avec tes équipes, toujours les réaligner sur revoir un peu leur poste. Est-ce que du coup, parfois, tu as même dû peut-être te séparer de certaines personnes parce qu'il n'y avait plus la compétence, ou vous avez toujours pu faire évoluer ça? Enfin, comment on n'a pas trop dû se séparer de personnes. Moi, j'ai de la chance pour l'instant. Toutes les personnes que j'ai embauchées, elles sont encore là. Bon, il y en a qui sont là depuis pas longtemps, du coup, mais ma première CDI, elle était arrivée il y a 3 ans et demi. C'est Anaïs. Et elle, plusieurs fois, on a un peu redirigé le bateau. Elle était venue au début pour seulement du B2B. Ensuite, finalement, elle a quand même fait pas mal d'influence, de logistique. Puis là, je sais pas, peut-être l'année dernière, on lui a enlevé complètement l'influence. Et là, on est en train de lui enlever complètement la logistique parce que ça y est, le B2B, c'est vraiment très conséquent. Et même, on cherche à embaucher pour l'aider là-dessus. Donc, sans arrêt, on adapte en fonction de ce qui marche, de ce qui marche pas, de ce qui pop et de ce que les gens ont envie de faire aussi dans la boîte. Parce que forcément, il y a des affinités. Il y en a qui s'éclatent plus dans certaines missions. Ou qui veulent évoluer. Enfin, ok. Et donc actuellement là, c'est quoi un peu les pôles, vous êtes organisés comment? Alors il y a Anaïs donc qui fait le B2B et elle fait un petit peu de RH aussi. On est 9 chez Anatae, donc c'est pas une grosse entreprise, mais il commence à y avoir quand même des choses, tu vois. Ensuite j'ai une directrice marketing. Sous elle il y a une personne à la créa, donc responsable artistique. Qui a même une personne en dessous d'elle pour l'aider, donc sur tous les réseaux sociaux, etc. J'ai aussi une responsable satisfaction client. Donc elle est au SAV, mais plus largement à la satisfaction client. Donc je sais que c'est pas un pôle qu'il y a dans toutes les DNVB, mais nous on en a fait vraiment un pôle parce que je trouve que c'est important. Donc il y a tout ce qui est lié au programme de fidélité, parrainage, faire des questionnaires auprès des clients, voilà, donc tout ça. Ensuite j'ai une personne aussi qui s'occupe du e-commerce, donc les aspects plus techniques, donc CRM, amélioration du site. Bon, on travaille avec plein d'agences aussi, mais il y a souvent un responsable quand même chez nous. J'ai une personne aussi qui est alternante pour gérer tout ce qui est micro-influence. Donc nous, l'influence, c'est fait par une agence quand c'est rémunéré, mais par contre, pour tout ce qui est micro-influence, donc les plus petits comptes, qui sont soit pas rémunérés, soit rémunérés par commission. C'est l'alternante. Parce que là, vous avez combien de micro-influenceurs, par exemple, pour donner un peu un volume Après, il y en a plein qui s'éteignent, on va dire, avec qui on a travaillé et qui postent plus trop. Mais de actifs, je sais pas le chiffre, mais je dirais peut-être 300. Donc 300, 400, Et plus récemment, on a recruté une responsable des opérations. Ça, c'était un poste vraiment qu'on a créé, mais en fait, c'était moi qui faisais ça. Et comme moi, je suis quand même sur plein d'autres trucs, notamment tout ce qui est financier, tout ce qui est lancement de produits, stratégie, un petit peu communication, le podcast et tout ça. J'arrivais pas à être responsable des opérations, ce qui est quand même très important. Parce qu'il faut coordonner tout le monde.
et faire en sorte qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette. Donc voilà. Donc c'est elle qui reprend ça. Ok, trop bien. C'est ça. Ok. Ça, j'imagine, ça a dû te soulager, non? Ça a dû te prendre. Te libérer pas mal de temps. Ouais, c'est top. Et en plus, nous, on a un truc qu'on n'arrive pas trop à faire chez nous, c'est avoir quelqu'un qui fait que de la logistique. Ouais. Chacun avait un peu de logistique. Et la logistique, au final, c'est des opérations. Ouais. Donc, elle reprend un peu de cette partie et elle va nous aider à structurer aussi. Ouais. Et ça, c'est tellement important, la logistique. Enfin, je pense que toutes les personnes qui ont des marques où le stock est compliqué à gérer pour une raison ou une autre, nous, c'est parce qu'on importe de loin et parce qu'il y a une DLC. Ouais. Toutes ces personnes-là savent que la gestion des stocks, c'est capital, quoi. Ouais, ok. Ouais. Donc, elles nous aident beaucoup pour ça et ouais, ça me soulage. Ok, trop bien. Et du coup, c'est quoi un peu les routines que vous avez mis en place pour l'équipe? Alors, nous, on est tout en télétravail. Ok. Pour l'instant, on n'est que des femmes, donc c'est assez particulier. On est ouverte aux hommes, mais dans les candidatures, il y en a très peu à chaque fois, tu sais. Et donc, on est chacune chez soi dans des villes totalement éparpillées en France. Et ce qu'on fait, c'est qu'on fait un séminaire de 3 jours dans une ville de France, dans un Airbnb, à peu près tous les 2 mois ou 3 mois. Donc, c'est-à-dire que là, je loue un Airbnb et puis on va travailler, mais on va aussi un peu, passer du temps ensemble. C'est ça. Okay. Faire des activités, faire à manger, aller faire les courses, se balader. Donc, c'est cool. C'est des bons moments. Et une fois par mois, on se rejoint un jour. Alors, avant, on faisait à Paris un jour par mois parce qu'on était une petite équipe, mais là, on commence à être un gros groupe. Donc, du coup, on se divise en 2 par région, en fait. Donc, voilà, on fait ça une fois par mois pour qu'il y ait quand même un peu de contact. Ouais, c'est ça, pour se voir. Et du coup, de manière hebdomadaire, vous avez des weekly ou des choses comme ça ou... Ah oui, là, je te parlais que du physique, mais on a 2 très longs appels par mois. Ok. Il y en a un, c'est plus sur les chiffres, et l'autre, c'est plus sur des choses dont on veut discuter. Donc, on va pas forcément présenter des chiffres, mais on va parler des sujets RH du moment, des sujets clés au niveau des retours clients. Tu vois, s'il y a eu des tops ou des flops qui ont été remontés. Et ça, c'est à chaque fois, il y a tout le monde, enfin... Ouais, il y a tout le monde. Ok. Ouais, c'est ça. On fait une partie 1, chiffres, une partie 2, on parle. Ah, ok, très bien. Et du coup, toi, tu fais du... Parce que du coup, vu que vous êtes en télétravail, toi, tu fais du reporting avec... Enfin, t'as des réunions, je sais pas... au mois, la semaine, avec chacune ou... Ouais, au-delà des points où on est tout ensemble, bien sûr, il y a plein de petits points par pôle, etc. Et moi, en ce qui me concerne, j'ai, on va dire, un point par semaine avec les managers. Voilà. De pôle, quoi. C'est ça, les managers de pôle. C'est ça. Et je l'ai pas dit aussi, mais j'ai une assistante qui m'aide énormément. Donc, elle est pas dans la boîte, mais... tous les jours, elle travaille pour moi environ 3 heures. Ok. Et elle me change la vie aussi. Donc, donc toi, tu peux lui déléguer certaines choses et tout. Okay. Ouais, c'est ça. Donc, je fais pas mal de points avec elle aussi. Mais le reste des points, c'est plutôt avec directrice marketing, Anaïs qui est au pôle B2B, Morgane qui est à la créa, parce que quand même, on a beaucoup de choses à voir ensemble. La créa, c'est hyper important chez nous. Puis toi, tu as une appétence pour ça aussi, j'imagine. Oui, c'est vrai. Puis on est sur un produit très visuel. Je pense que ça dépend des boîtes, mais comme je dis souvent, on vend pas une lampe où tout le monde sait que tu fais on-off. C'est tellement plus complexe. Et tu dirais que le marché, quand même, vu qu'on parle beaucoup du matcha, il est plus éduqué maintenant ou ça reste encore beaucoup, il y a quand même beaucoup d'éducation à faire? Franchement, il y a beaucoup de gens qui connaissent le matcha, chaque jour un peu plus. Moi, quand j'ai commencé, je devais toujours expliquer ce que c'était et maintenant... faut pas croire, il y a encore, je pense, énormément de gens qui savent pas ce que c'est. Je pense aussi, on croit que quand on traîne sur les réseaux, on croit que tout le monde connaît, mais non, je vois bien qu'il y a plein de gens qui connaissent pas. Mais par contre, qu'est-ce que c'est vraiment au fond? Je pense qu'il y a encore beaucoup d'éducation à faire. Les gens, ils savent pas ce que c'est, mais c'est normal aussi. Moi, au début, quand j'ai entendu parler du matcha, je savais pas que c'était un thé vert. Je pensais que c'était un super aliment, comme on entend plein de trucs, tu vois, spiruline, maca. Les gens, ils mettent tout dans le même panier, et je les comprends. Donc, il y a quand même beaucoup d'éducation à faire, Et du coup, là, vous utilisez quoi comme outil, par exemple, pour s'organiser des Notion, sur Slack, enfin, je sais pas comment... Ouais, on a un Notion commun avec
une arborescence, tu vois. Ouais. Chacun a ses petits dossiers qu'il consulte régulièrement. On a Slack. Tous les jours, on s'écrit beaucoup par Slack. On se fait des mails pour les sujets qui sont plus conséquents, on va dire les gros projets, quoi. On se fait pas mal de mails quand même. On essaye de pas trop passer par Slack pour ça. C'est une habitude qu'on essaye de perdre pour avoir dans nos mails les sujets vraiment importants qui nécessitent une longue boucle, pouvoir relire et tout ça. Après, qu'est-ce qu'on utilise ? Franchement, c'est tout, hein. C'est assez simple. Après, chacun a ses outils. Par exemple, pour le CRM B2C, on a Klaviyo. Pour le CRM B2B, il y a autre chose. Chacun a ses outils, mais nous, pour communiquer, tout ça, c'est Notion et Slack. Ok, Et sur tout ce qui est télétravail, c'est quoi un peu toi, ta vision des choses ? Parce que maintenant, on entend beaucoup de boîtes même qui reviennent, qui étaient au télétravail avant, qui reviennent à ça. Enfin, c'est quoi un peu toi, ta vision sur, sur le côté... est-ce que le travail il est fait, la perte de contrôle ? Enfin, comment tu vois ça, toi ? J'adore ce sujet. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le prennent mal, en fait. Enfin, qui l'abordent mal. Et juste peut-être en intro, vous étiez toujours full télétravail. Enfin, c'est dans votre ADN, quoi. Enfin, c'est pas un truc que vous avez. Okay. Toujours. Et je pense que ça fait beaucoup la différence. Ok. En fait, la première personne que j'ai recrutée, c'est Anaïs. Et en fait, elle m'a contactée parce qu'elle m'a entendu répondre à un podcast dans lequel je disais que j'étais débordée. Et elle m'a dit, moi, je pense que ça pourrait être moi qui vient t'aider, tout ça. Puis on a hyper bien matché, donc je l'ai embauchée. Et elle m'avait dit, par contre, j'habite pas dans la même ville que toi, Paris à l'époque, et je compte pas y emménager, donc voilà. Et moi, ça m'a pas paru être un souci, et en fait, ça a fait que le télétravail est devenu notre mode de travail par défaut, quoi. Moi, ce que je pense, c'est que je vérifie l'avancement des missions. Et que ça m'est complètement égal le temps qui a été alloué à ça, en fait, parce que concrètement, c'est pas dans mon intérêt, tu vois, de checker le temps. Je laisse vraiment libre. Et je pense aussi que quand on se met à checker le temps, la personne en face, elle se met à mentir aussi. Oui, et du coup, elle dit, en fait, j'ai mis 3 heures, alors qu'en soi, elle a peut-être mis 1 heure à faire le truc, quoi. C'est ça. Okay, Moi, je pense que si, par exemple, je leur demandais... alors qu'elles sont de bonne volonté et qu'elles sont honnêtes et tout ça. Si je leur demandais de noter à quelle heure elles ont commencé et à quelle heure elles ont fini, ça commencerait à ancrer en elles des logiques qu'il n'y a pas aujourd'hui et qui sont néfastes, en fait. Moi, je crois que quand tu es chez toi, évidemment que si le livreur il tape à la porte, tu vas ouvrir. Évidemment que si tu as lancé une machine et qu'elle finit, tu peux prendre 5 minutes pour l'étendre. Et je pense que c'est complètement illusoire de se dire que non, que mes employés, ils sont derrière l'ordi non-stop, que s'il y a un ami qui les appelle, ils vont pas répondre. Et non, mais en fait, je m'en fiche. Enfin, moi, si le travail est fait, c'est OK. Et je pense que de dire tout ce que je viens de dire, ça va avec le fait que si elles sont censées finir à 17h, je crois que souvent, peut-être qu'elles vont finir à 17h30 sans même s'en rendre compte. Parce qu'elles savent qu'il y a cette confiance et que je suis pas en train de fliquer. Donc, je crois qu'au bout du compte, on est gagnant à pas vraiment fliquer, etc. Après, il faut que les gens ils aient la mentalité pour. C'est ça, Et aussi, il faut que les gens ils aient envie d'être chez eux. Parce que ça, c'est pas toujours le cas, tu vois. T'as des gens, pour eux, c'est plutôt un bémol d'être chez soi tous les jours. C'est peut-être pas la majorité, mais je crois que c'est important dès le départ, quand même, quand t'embauches quelqu'un pour du télétravail, d'être sûr que la personne est OK d'avoir pas de collègues, pas de... tu vois, enfin, c'est quand même un mode de vie particulier. Ouais, exactement. Et surtout, tu peux aussi être... justement que dans le travail, enfin je trouve qu'il y a aussi l'effet inverse, c'est-à-dire que tu peux aussi vite te retrouver à juste travailler. C'est vrai. Et donc en fait c'est aussi, j'en avais parlé avec Étienne Garcia de Rhodes qui est passé dans le podcast, eux aussi ils sont en full télétravail et ils me disaient justement que eux ils essaient aussi de contrôler ça, c'est-à-dire que les personnes ne travaillent pas trop, quoi. Ah ouais. Parce que toi, du coup, tu fixes des objectifs hyper clairs. Du coup, comme il y a cette notion de responsabilité, donc il y a aussi l'engagement que le travail soit bien fait. Toi, comment est-ce que tu gères ça ? Tu as des objectifs définis par personne ? Il y a certaines personnes dans la boîte qui ont des objectifs chiffrés. C'est pas le cas de tout le monde. Après, franchement, pour les autres, ça se fait beaucoup à la confiance. On sait à peu près quelle dose de travail doit être fournie dans un temps, tu vois. Et puis aussi le travail il tombe au jour le jour. C'est pas comme pardon.
C'est pas comme quelqu'un qui devrait rédiger un livre, par exemple, et on lui dit allez, chaque jour, tu dois faire 8 chapitres. Et là, lui, il peut se dire j'ai un peu la flemme, aujourd'hui, j'en fais que 5. C'est pas pareil, c'est du travail qui tombe, des mails. Ouais, chez vous, c'est un flux, en fait. Enfin, ouais, je sais pas comment ça. dire, c'est tous les jours, tu dois poster sur les réseaux sociaux, donc en fait, il faut que tu fasses le travail, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, il y a un contrôle qui se fait plus ou moins de façon organique, parce que si au SAV, on répond pas aux messages, il y a un souci. Si on n'est pas prêt pour les lancements de produits, ça se voit tout de suite. Tu vois, il y a des échéances un peu tout le temps. Ok, ouais. Et du coup, toi, en fait, au final, tu fonctionnes vraiment à la notion de responsabilité, etc. Ouais. Et du coup, tu as aussi j'imagine, tu fais beaucoup de feedback. Enfin, comment tu gères tout ça On se fait beaucoup confiance. Ouais. Et c'est vrai que j'aime bien que chacun se sente entrepreneur de sa partie. Ok. Ça, je le dis souvent. C'est hyper intéressant. Ouais. De toute façon, moi, j'ai ni l'énergie ni la possibilité d'être plus derrière que ça. Ouais. Et je trouve que c'est bien de recruter des gens qui ont cette mentalité, qui comprennent que voilà, je les prends parce que je décide d'emblée de leur faire confiance, même si au début on se connaît pas, et que c'est à eux de pas me décevoir, quoi. Donc je pars de ce principe que ça va le faire, qu'ils vont pas faire semblant de travailler, etc. Ouais. Et en général ça se passe bien quand même. Bien. Ouais. Et comment tu t'assures de ça, justement, en entretien, que la personne elle a ce mindset là et que ça va fitter? C'est pas facile. Moi, je dis souvent, il y a un truc que je supporte pas, et si je le perçois un tout petit peu, c'est mort. C'est la nonchalance. Ok. J'aime pas du tout ça dans le travail. En tout cas, je trouve que c'est un super gros défaut. Les gens qui traînent un peu la patte, même si c'est qu'une fois de temps en temps, je trouve que c'est problématique. Ouais, des gens qui ont le souci du détail. On cherche des gens qui sont volontaires et qui sont responsables aussi dans leur démarche, tu vois. Ils sont pas juste là en tant que candidats à répondre aux questions. Ils ont envie d'avoir un boulot intéressant. Tu sens qu'il y a une posture un peu d'entrepreneur, quoi, qui a sa vie, qui a le volant de sa vie entre les mains, tu vois. J'aime bien sentir ça chez quelqu'un. En général, c'est à l'opposé de la nonchalance. C'est des gens qui sont plutôt dynamiques. Tu sens que ils vont prendre les choses en main, même si c'est pas dans leur titre. Enfin, je sais pas comment dire, dans leurs attributions, quoi. Exactement. Ok. Du coup, toi, est-ce que du coup vous définissez aussi des process, des manières de travailler avec le télétravail, où tu laisses vraiment la liberté à chacun? Enfin, comment tu gères ça? Les process, on est en train d'en mettre pas mal en place avec la responsable des opérations qui est arrivée. Et parfois, ça peut être un peu déstabilisant quand toute la boîte a pris l'habitude de travailler sans process. Ouais. Mais c'est essentiel au bout d'un moment. Tu peux pas travailler en groupe sans Parce que toi, tu as vu des aspects négatifs, enfin, où vous aviez pas de process, enfin, c'était un peu quoi Ouais. Par exemple, on va sortir un produit et la personne qui doit shooter le produit, la logistique, c'est mal organisé. Du coup, elle reçoit le produit 2 jours avant. Et en fait, elle est obligée de bousculer son planning et de faire toutes ses photos et tous ses contenus 2 jours avant, tu vois, par exemple. Au bout d'un moment, non, on a dit, écoutez, pour tout lancement de produit, il faut que 3 semaines avant, on en soit là, 2 semaines avant, on en soit là. Et c'est avec ça qu'on arrive à travailler plus sereinement. Ouais. C'est un peu contraignant au début, mais après, c'est beaucoup plus confortable pour tout le monde. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis, tu as aussi de la marge. Si jamais, à un moment, je sais pas, tu as un produit qui arrive en retard, au final, vu que tu as prévu 3 semaines, du coup, tu as 2 semaines et demie. Quoi. Donc, exactement. Donc, des petits process comme ça. Du coup, c'est quoi là, vous avez surtout mis en place des process de lancement de produits Ouais, lancement de produits, lancement d'OP commercial. Puis des process aussi dans les façons de travailler, tu vois. Comme je disais tout à l'heure, on essaye de pas s'envoyer des Slack pour des trucs qui sont des projets un peu de fond. On s'est dit que même si on est assez libre dans notre façon de travailler, que par exemple, surtout quelqu'un qui est cadre, qui a envie de s'y remettre de 22h à 23h, ok, mais qu'elle envoie pas des messages à cette heure-là, qu'elle les programme pour le lendemain matin. Comme ça donne pas l'impression aux gens que chez Anataï, on travaille la nuit. Fait une connerie. Aussi, tu vois. Des trucs comme ça, des petites règles qu'on se doit de mettre en place petit à petit. Ouais. Ok, super intéressant.
Est-ce que toi, tu rencontres aussi des défis avec l'organisation en télétravail? Je pense qu'il y a un défi financier au bout d'un moment, parce que même si on n'a pas de bureau, finalement, les dépenses, elles sont remplacées par plein d'autres dépenses. Enfin, dans mon cas, en tout cas, c'est les séminaires dont je parlais qu'on essaye de faire assez souvent parce que sinon, on se voit pas. Et notamment, celle qui habite le plus loin, elle se verrait jamais si on faisait pas ça. Donc, les Airbnb et tous les trains. Et en France, les trains, c'est cher. Quand tu prends 9 allers-retours, c'est cher. Donc, défi financier. Ça, c'est clair. Après, je sais que c'est aussi un énorme avantage de pouvoir dire je recrute dans la France entière, je suis pas cantonnée à une ville. Déjà, de 1, parce que j'ai accès à plus de profils. Et de 2, parce que moi, personnellement, du coup, si dans 2 ans, j'ai envie d'aller vivre dans une autre ville, j'y vais, tu vois. Et pareil pour les filles, elles n'ont pas à se poser de questions. Il y a d'ailleurs même déjà eu une des employées qui allait passer 3 mois à Bali et on lui a dit que c'était OK. Tant qu'elle s'organisait bien pour que ça se voit pas. Donc, elle travaillait en décalé, mais... Donc ça, c'est quand même cool pour tout le monde. Mais ouais, des défis financiers. Et puis, c'est toujours quand même une préoccupation de se dire, est-ce qu'il n'y en a pas une ou deux qui va dire, moi, ça me manque d'avoir un environnement de travail où je vais. Moi, ça me manque de me préparer le matin, d'aller rejoindre des gens. Donc, on essaye de focaliser sur les effets positifs d'être chez soi. Et c'est pour ça que moi, j'encourage souvent à gommer un peu la barrière entre le pro et le perso. Même si on est à la maison, justement, je trouve que c'est bien de gommer un peu cette barrière. Ça soulage un peu de se dire, oui, même si j'ai un livreur qui sonne, je peux aller ouvrir. Je pense que ça peut permettre plus d'épanouissement que d'avoir une vraie limite où là, tu peux perdre du sens, tu vois. Mais je trouve que du coup, c'est aussi... Après, nous, en tant qu'entrepreneur, c'est aussi souvent le cas, c'est que tu fais pas trop la distinction vie pro, vie perso. Mais tu réfléchis plus à un alignement de vie ou d'épanouissement global. Et du coup, en fait, tu es OK avec le fait que, comme tu disais tout à l'heure, peut-être tu vas rattraper plus tard. Mais en fait, c'est OK. En fait, tu dis pas j'ai travaillé plus. En fait. Ouais, c'est pas évident. L'équilibre, moi, je sais que j'ai changé d'avis plein de fois là-dessus. Parce qu'au bout d'un moment, quand tu es entrepreneur surtout, ça prend trop de place. Donc, tu te dis, il faut que je me mette des vraies limites. Puis après, moi, j'ai essayé, par exemple, une fois de partir en vacances 3 semaines non-stop, tu vois, sans travailler. Genre sans ouvrir ton ordinateur. Ouais, exactement. Et en fait, à l'approche de ces vacances-là, je me suis dit, faut pas que je fasse comme ça parce que ça va me stresser, en fait. Et c'est pas le but. Les vacances, c'est pas pour se stresser. J'en parlais avec pas plus tard qu'hier avec un client on avait cette même réflexion en se disant, mais en fait, là, on se met une pression de ouf avant les vacances, mais en fait, en soi... en fait, peut-être ça te met moins la pression de bosser 1 heure par jour, quoi. Exactement, c'est ça. Et du coup, je me suis dit, avant ces vacances-là, je vais pas le faire comme ça parce que je sens que ça va être trop stressant. Du coup, j'ai décidé au milieu des vacances de mettre une journée de travail et de dire à tout le monde, ce jour-là, je travaille. Donc, et si vous avez des questions ou quoi... Et c'était bien, tu vois. Et je pense que cette logique-là, elle est applicable à petite échelle un peu tout le temps. Se dire, en fait, je sais pas moi, si un dimanche matin, j'ai un gros doute sur un truc, je vais consulter le mail. Je vais pas me dire, bon, j'attends demain parce qu'on est dimanche. Tu vois. Et en fait, je crois que vraiment, il faut pas se laisser bouffer, mais pas non plus être trop rigide sur cette barrière. Ouais, c'est ça. Et parfois aussi, c'est lié au niveau d'énergie, quoi. Enfin... hier, justement, je devais préparer des épisodes de podcast. Et j'étais chez des amis. Et on devait dîner ensemble. Et en fait, j'avais pas fini mon épisode. Je sais ce que tu veux dire. Et en fait, je me disais, putain, il faut que je finisse avant qu'on dîne et tout. Et en fait, à un moment, je me suis dit, non, en fait, là, mentalement, en fait, même je suis pas prêt. Enfin, je suis fatigué de ma journée. Vas-y, on va dîner et je m'y remettrai peut-être plus tard. Et en fait, je m'y suis remis plus tard et en 15 minutes, c'était fini. Et je trouve que c'est aussi ça, de réussir à comprendre aussi et d'avoir. Il y a aussi un peu une notion de lâcher prise là-dedans, quoi. Complètement. C'est vrai que parfois, même en plein après-midi où t'es censé bosser, t'es pas bien. Pour X ou Y raison. Tu fais une sieste et voilà. Et à un autre moment, même s'il est 2h du mat, si t'as une insomnie, c'est exactement. C'est ça. Super intéressant. Toi, justement, vu que t'as des fournisseurs aussi à l'autre bout du monde, comment ça se gère? En plus, avec des autres cultures, enfin, j'imagine que ça n'a pas non plus... qui sont peut-être pas, qui ont une autre mentalité de travail. On le voit déjà au niveau européen. Un Allemand et un Français vont travailler différemment. Comment ça se... Franchement, c'est hyper compliqué. C'est un aspect qui est vraiment présent. Et
cette année, pardon, ça fait 2 mois, j'ai pris une décision, c'est que j'ai pris une japonaise pour m'aider, en fait, parce que même si avec mes fournisseurs, on parle en anglais à chaque fois, il y a une barrière qui ne peut pas être franchie quand tu parles pas leur langue. Ouais. Et elle m'aide beaucoup, en fait, à comprendre leur façon de voir les choses. Parce que... Du coup, c'est comme une agent commerciale En fait, elle est en freelance. Et on se côtoie un petit peu, mais plutôt dans le pro depuis une petite année. Et je me suis dit, ça pourrait vraiment être la bonne personne. Donc, je lui ai proposé. Puis, elle a accepté de le faire. En fait, au départ, moi, quand j'ai commencé à travailler avec ces personnes au Japon, je leur passais commande. Et voilà, c'était pas plus compliqué que ça. Il y avait quand même des barrières parce que parfois, on se comprend pas sur les délais. Ou... Tu vois, j'ai remarqué, par exemple, que eux... imaginons, j'ai commandé quelque chose, ça doit partir dans 8 jours. Si je leur dis, c'est toujours OK, ça part dans 8 jours, s'ils en sont pas sûrs à 100%, ils vont me laisser un doute, mais incroyable. Ouais, ok. Alors qu'en France, tu vois, on te dirait, oui, normalement, c'est bon. Ouais. Eux, ils vont te dire, je peux pas encore te le confirmer. Tant que c'est limite pas dans le conteneur, quoi. Enfin, ouais, alors que c'est 98% sûr, tu vois. C'est ces petites subtilités-là que j'ai comprises petit à petit. Mais voilà, au début, c'est gérable. Par contre, quand tu arrives à un stade où tu veux approfondir les relations, parler vraiment d'avenir, que tu commandes des millions d'euros de fourniture, de matériel, là, je me suis dit, ça commence à être un peu trop dangereux, ce que je fais là. Il me faudrait quelqu'un qui puisse vraiment m'expliquer quels sont leurs besoins, leurs envies, leurs ambitions, comment ils me voient aussi, tu vois. Est-ce qu'ils sont satisfaits de la relation? Tout ça. Voilà. Donc, hyper challengeant, mais hyper cool que j'ai trouvé une personne qui puisse m'aider. Et du coup, le fait de l'avoir embauché, t'as découvert des choses au final, sur lesquelles tu t'imaginais pas du tout Ouais, elle m'a expliqué pas mal de choses. C'était hyper intéressant parce qu'elle a fait un appel du coup avec un de mes contacts, une agricultrice avec qui je travaille. Et tu vois, c'était hyper touchant parce que quand elle m'a dit, quand elle m'a fait le débrief de cet appel, elle a commencé par me dire, bon déjà Camille, je tiens à te dire que tu as des relations incroyables avec eux. Une des premières choses que m'a dite ton agricultrice partenaire, c'est Camille, c'est une cliente, mais c'est aussi une amie. Wow. Tu vois, j'aurais jamais dit ça. Enfin, je savais pas à quel stade elle me mettait, tu vois. Et c'est ce genre de retour déjà qui solidifie énormément la relation parce que tu as quelqu'un qui vient interpréter. Et oui, j'ai mieux compris leurs besoins, comment ils me voient. Parce que moi, ils m'ont vu débarquer toute seule à 24 ans avec un projet en tête. Et je sais pas, ils devaient se dire, ouais, ok, on va la suivre, mais ça ira pas bien loin. Puis aujourd'hui, on commande quand même de très très gros volumes. Donc, ok, ouais. Et du coup, c'est quoi un peu les process que tu as mis en place avec eux Tu commandes tous les mois, comment ça se passe parce que t'as une récolte, je crois, une fois par an, non? C'est ça. Le thé vert, c'est récolté au printemps. Ok. Le matcha de haute qualité provient du thé vert récolté au printemps. Après, il y a aussi la même chose avec la récolte d'été, d'automne, mais c'est des qualités plus basses. Et vous prenez que la qualité du printemps? Ouais, que la qualité du printemps pour le moment. On réfléchit parfois à faire d'autres qualités pour d'autres publics, mais pour l'instant, c'est que le printemps. Et après, en fait, moi, je passe commande tout au long de l'année. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont moudre le thé. D'accord, ok. Donc, c'est la dernière étape et elle est faite vraiment à la demande. Comme ça, c'est un thé le plus frais possible. Parce que tu peux le garder moulu combien de temps? En fait, ça se récolte au printemps. Après, ça passe par plusieurs étapes dans l'usine, vraiment dans les jours qui suivent. Et après, ça sèche pendant des années. Ça peut sécher pendant des années, en tout cas. Et au dernier moment, on va le moudre. Ok. On en parlera après. Il y a un problème de rupture en ce moment et de pénurie. Ce qui fait que moi, quand j'ai commencé, quand je demandais à mes agriculteurs d'aller moudre le thé, il était déjà en stock depuis 1 an ou 2. D'accord. Donc, il provenait de la récolte précédente ou d'encore avant, voire même d'encore avant. Là, cette année, il y a tellement de demandes que en fait, ça se passe plus du tout comme ça. Il est moulu quasiment direct, quoi. D'accord, ok. Et donc, toi, on peut direct y aller sur juste la pénurie mondiale parce qu'il y a de plus en plus de monde qui consomme et tout. Toi, comment est-ce que tu sors ton épingle du jeu là? Est-ce que tu as pu mettre des accords, je sais pas, cadres avec tes fournisseurs vu que tu as tellement de volume?
C'est aussi pour ça que j'ai eu besoin de travailler avec cette japonaise que j'adore, qui m'aide beaucoup parce que en fait, voilà, il fallait aller un petit peu plus loin dans les conversations. Moi, j'aimerais créer des partenariats vraiment plus solides, même s'ils sont déjà très solides. Mais heureusement que ça fait longtemps que je suis sur le sujet et que ça fait 7 ans qu'on travaille ensemble parce que du coup, là, on passe en priorité, on a des relations de confiance et je sais que lancer une marque de matcha aujourd'hui, c'est très compliqué, par exemple, parce que tu peux difficilement trouver des partenaires. Donc là, on va s'éviter des ruptures parce qu'on s'y est pris à temps et parce qu'on a des super partenaires. Mais ça se joue à pas grand-chose quand même parce que c'est très fragile. Et voilà, en fait, la récolte du mois d'avril dernier, elle est déjà faite et jusqu'à avril prochain, on n'a pas plus de quantité. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, Et du coup, toi, tu fais comment c'est-à-dire qu'en avril, tu commandes pour toute l'année jusqu'en avril ou comment tu gères ça? Non, en général, je passe une commande pour les 3-4 prochains mois. Et je fais ça tous les 2-3 mois. Je prends une marge d'erreur, ouais. Donc c'est ça, c'est tous les 2-3 mois, il y a une commande qui est expédiée à peu près. Mais du coup, vu qu'il y a une pénurie, ça veut dire qu'eux, ils en ont quand même toujours un peu et ils les gardent pour les clients les plus fidèles ou comment? Ouais, en fait, moi en tout cas, mes partenaires, ils ont des unités qui m'ont réservées. Et ce qui prend du temps aussi, c'est de moudre le thé, comme je te disais. Parce que tu as plusieurs intervenants en fait dans ce processus-là. Tu as le mec qui produit les canettes, le mec qui imprime les étiquettes, celui qui remplit les canettes. Et ça, tu fais tout au Japon? Ouais, tout au Japon. Mais du coup, tu as plusieurs intervenants et il faut un peu coordonner tout ça. Et puis, comme il y a une très forte demande, il y a un peu des bouchons à chaque étape. D'accord, Donc, c'est ça qui fait que ça peut prendre du temps et qu'il peut y avoir un peu de retard. Et voilà, mais je crois qu'on va s'en sortir pour cette année. Donc, à la récolte prochaine, on verra ce qui se passe. Parce que il y a 2 choses. Il y a la demande mondiale qui explose, mais il y a aussi la récolte qui a été très faible cette année. D'accord, à cause de conditions... météo Oui, météo, exactement. Il a fait trop chaud l'été d'avant et du coup, on a pu avoir que à peu près 70% de feuilles. Enfin, 30% de moins, quoi. Donc 30% de moins quand tu as une demande qui augmente, c'est pas bon. C'est pas bon. Du coup, ils plantent plus aussi au Japon ou pas? Ils peuvent pas, enfin si. Ouais, ils plantent plus. En tout cas, moi, mes partenaires, ils ont récupéré des champs abandonnés pour planter du thé. Le problème, c'est que le théier, il met à peu près 5 ans à donner. D'accord. Donc, ça résout le problème pour dans 5 ans, mais pas pour maintenant. Donc, 3 à 5 ans. Ce qui se passe, c'est ça. C'est que voilà, ils plantent du thé. Et puis, il y a aussi des théiers qui existent déjà, qui sont normalement destinés à produire du thé qui n'est pas du matcha. Et là, ils vont allouer finalement ces théiers à la production de matcha parce que la demande de matcha augmente. Et au contraire, la demande de thé plus classique, donc les thés qu'on infuse, qui proviennent de la même plante, baisse. Et ça, c'est un shift que moi, mes partenaires, ils ont dû comprendre et faire parce que eux, ils faisaient surtout du thé à infuser, en fait, du thé en feuilles. Et puis, en fait, ils se rendent compte que c'est pas ça qui plaît le plus. Donc, ils essayent de s'adapter un peu à la demande, quoi. Et du coup, comment tu sors? Parce que il y a un peu tous les influenceurs qui ont, pas tous, mais qui ont sorti une marque de matcha, beaucoup, toi, comment tu fais pour t'en sortir par rapport à cette concurrence-là? Écoute, franchement, comme je dis parfois, je crois que c'est une bonne chose qu'ils aient lancé leur marque finalement, parce que ça agrandit le marché, vraiment. Nous, on voit que les clients... il y a beaucoup de clients qui viennent chez nous et qui ont goûté d'abord chez les influenceurs. Donc, c'est très positif. Moi, je pense que avant, je travaillais avec les influenceurs pour qu'ils parlent de ma marque. Et maintenant, ils parlent de la leur. Mais en parlant de la leur, ils parlent aussi un peu de la mienne, puisqu'on est quand même précurseur sur le matcha. Et puis, mine de rien, quand tu tapes matcha sur Internet, tu nous vois très rapidement. Donc, ça fait aussi de la pub pour notre produit. Même si c'est pas le même produit parce que c'est pas le même fournisseur, on parle quand même de la même typologie de produit. Donc ça fait que de plus en plus de gens s'intéressent au matcha, ont envie de tester. Et quand ils ont envie de tester, est-ce qu'ils vont aller vers la marque d'influenceur ou finalement est-ce qu'ils vont faire leur petite recherche et qu'ils vont pas avoir plus confiance en nous? Ça peut arriver, tu vois. Ça peut arriver qu'ils se disent ah ouais, elle m'a donné envie, mais je vais pas forcément acheter chez elle, tu vois.
Et vous aussi, vous avez quand même le B2B qui représente une grande partie dans ces cours. Enfin, Oui. Donc en fait, vous sortez aussi votre épingle du jeu à travers ça, non? Ouais, c'est ça. Nous, pour l'instant, on est toujours le leader sur le marché en France, grâce au B2B notamment. Ok, ouais. Parce que le B2B, ça représente 30% aujourd'hui. Ok. Donc c'est encore une petite part, mais ça augmente. Ça augmente, ouais. Ouais, ça augmente. On a près de 800 clients B2B. Ok, ouais. Donc tu vois, ça fait un beau portefeuille. C'est des gens qui commandent régulièrement en plus. Donc ça, c'est cool. Et c'est vrai que côté B2B, on a des concurrents aussi, mais qui sont pas du tout les mêmes que côté B2C. Donc par exemple, les influenceurs, ils y sont pas trop. Et du coup, c'est assez intéressant aussi parce qu'on a deux types de business au final, deux types de concurrents. Mais je pense qu'on peut dire qu'on est leader des deux côtés. Ok, ouais, cool. Trop bien. Et vous avez pensé à vous développer par exemple sur, je sais pas, tout ce qui est GMS, etc. Enfin... GMS, on avait été un petit peu en contact avec certains, mais c'est pas allé au bout et on en reparlera encore tout à l'heure en équipe. Je crois que c'est un signe du destin. Je crois que c'est pas pour nous en fait. Je pense qu'au final, c'est allé plusieurs fois très loin dans les conversations et ça s'est arrêté. Et je crois que c'est peut-être parce que c'est pas pour nous. Je crois que c'est pas assez premium pour notre positionnement. Nous, on préfère travailler avec les grands magasins ou avec la grande épicerie de Paris, qui sont nos clients. Je pense que finalement, ça nous ressemble plus et c'est très bien comme ça. Super intéressant. C'est quoi un peu les ambitions là, sur la suite? Enfin, comment... Ouais, vous êtes passé de 3 à 6 millions là, cette année. L'année prochaine, c'est 12 ou c'est 24 ou c'est... Enfin, comment... Franchement, c'est très incertain avec ces questions d'approvisionnement. À la vitesse où on va, on pourrait accélérer de façon organique, j'ai envie de dire, parce que chaque nouveau client rachète, donc beaucoup de nouveaux clients rachètent, donc logiquement, ça devrait continuer à progresser, mais avec les sujets de stock, on ne sait pas trop. Et franchement, c'est bien aussi si ça se calme un peu, parce que c'est quand même compliqué de gérer tout ça. Que ce soit les stocks en eux-mêmes, mais aussi le personnel. Tu vois, là, comme je te le disais, on a quand même pas mal embauché récemment. On est quand même passé en un an de 5 à 9, donc ça paraît rien peut-être, mais au niveau organisationnel, c'est quand même quelque chose, je trouve. Et toi, tu cherches pas forcément à chercher la croissance à tout prix ou c'est quoi ta vision un peu par rapport à ça? Non. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on soit toujours la marque de référence quand on parle de matcha. Ou en tout cas, la marque de référence quand on parle de matcha de qualité. C'est ça qui me ferait le plus plaisir. Après, si ça passe par avoir une croissance toute petite ou juste quelque chose de stable, ça me dérange pas. Enfin, ça cartonne déjà. Donc, moi, j'ai pas l'ambition d'avoir une boîte de 30 employés l'année prochaine, quoi. Ok, ouais, donc toi, l'idée, c'est de continuer cette croissance, mais pas chercher forcément. Déjà sortir son épingle du jeu avec le contexte actuel et continuer la croissance, mais sans se mettre de grosses pressions. C'est ça. Ok, super intéressant. En off, tu m'as aussi dit qu'il y a une nouvelle, là, t'es enceinte. J'imagine que ça doit changer aussi énormément pour l'entreprise. Toi, comment est-ce que tu envisages justement ton départ en congé mat? C'est comment... c'est un grand saut quand même. J'imagine. Parce que tout à l'heure, j'y pensais, en plus dans le métro en venant, je me disais peut-être que cette année va être plus calme et que ça tombe bien pour mon projet personnel. Parce que franchement, l'année dernière, j'aurais pu difficilement m'absenter 3 mois. C'est ce que j'aimerais faire cette année. En revenant quand même certaines journées pour pas me stresser, comme on disait tout à l'heure. Je pense pas que je vais faire 3 mois complètement off. Mais je pense qu'on est au bon moment, en fait, parce que là, j'ai la responsable des opérations qui va pouvoir bien coordonner. J'ai des pôles qui sont bien en place, bien carrés. Alors, c'est toujours plein de défis. Il peut y avoir des couacs, etc. Mais je crois qu'on est toutes plus mûres que jamais pour que je puisse m'absenter un petit peu. Donc, c'est bien. Et je crois que... Comment dire ? Si j'ai pas eu envie avant dans ma vie aussi de faire un enfant, c'est parce que j'étais tellement dans le tourbillon d'Anatae et c'était tellement passionnant. Et c'est sans regret, mais voilà, j'aurais pas pu combiner les deux de toute façon. Et là, je pense que c'est le bon moment. Ça tombe assez bien. Du coup, tu es aussi dans une optique de déléguer le maximum, parce que du coup, ça te force aussi un peu à ça, j'imagine. Ouais, complètement. Je pense qu'inconsciemment, je me suis dit, enfant ou pas enfant, je vais pas pouvoir avoir ce rythme toute ma vie. Il faut que j'embauche.
Puis là, je suis enceinte et ça me pousse encore plus à déléguer et à structurer le truc, quoi. Ok, ouais. Ouais. Trop bien. Félicitations. Merci. On va passer aux questions un peu de la fin. Ouais. Toi, comment est-ce que tu utilises l'IA dans ton quotidien ? Je l'utilise toute la journée. Ouais. Je lui parle. Moi, je mets édition, démarrer, dicter. Et là, je lui parle. Et ouais. en général, c'est beaucoup pour répondre aux mails. Ouais. Tu vois, même s'il y a un outil d'IA dans les emails aussi maintenant, que j'utilise pas mal. Mais beaucoup pour répondre aux mails. Voilà, en fait, je vais lui dicter. J'aimerais dire à cette personne tac, je suis pas d'accord avec tac, il faut que tu sois hyper sympa parce qu'il m'a rendu service. Enfin, je dis n'importe quoi. Voilà, donc ça, c'est une première utilisation. Après, je m'en sers aussi pas mal pour des conseils stratégiques. Ok. D'avoir un regard extérieur. Ouais. Ok. Je m'en suis servi récemment pour des questions RH aussi. Okay. Je trouve que la RH, c'est assez difficile parce que bon, j'ai quelqu'un chez moi qui fait la RH, mais ça reste quand même moi qui prends les décisions, tu vois, d'embaucher, de faire monter quelqu'un d'un cran, etc. Et je trouve que c'est hyper difficile parce que chacun a ses ambitions, chacun a les manières dont il aime, les manières avec lesquelles il aime travailler. Comment dire ? Il y en a qui vont hyper mal prendre un truc. Et la même personne va te dire non, moi je préfère que tu sois cash. C'est tu vois, les sensibilités de chacun, c'est hyper dur à gérer, je trouve. Donc ça m'aide beaucoup dans ces trucs-là. Ça me fait penser, il y avait Mathieu Lerouge qui est coach, qui a travaillé justement sur que j'ai invité aussi dans le podcast. Il a développé justement une IA justement où en fait il fait passer des tests aux équipes et du coup après ça permet justement aux salariés et aux managers de dire voilà, j'aimerais lui annoncer ça pour son type de personnalité. Comment parfait. Est-ce que... c'est ça. Ouais. Moi, je trouve que ça, c'est hyper difficile. Parce que tu peux faire la même chose avec une personne ou avec une autre. Ouais. Ça va être complètement différent. Et ton propre prisme à toi aussi. Oui, c'est clair. J'allais te dire, c'est pas des employés, mais tu vois, on a des céramistes qui font des objets pour nous. Okay. Soit des bols, soit des petites infusettes pour mettre son thé dedans, etc. Et sans les citer, etc. Mais il y a des prestataires comme ça, du type céramiste, avec qui on travaille. Il y en a 2 auxquels je pense. Il s'est passé 2 histoires à peu près similaires et les réactions étaient complètement différentes. T'as la première qui, en gros, est hyper choquée parce qu'elle trouve qu'on l'a pas assez mise en avant. Qu'on vend son produit, mais qu'on la met pas en avant. Alors que c'était pas dans l'accord. Selon moi, c'est pas dans l'accord. Tu vois, on lui achète un produit, on le revend. Oui, c'est ça. On dit que c'est elle, quand même. Ouais. Tu vois, c'est écrit, d'ailleurs. C'est écrit, c'est hyper visible. C'est juste que à chaque fois qu'on parle de ce produit, on va pas forcément parler d'elle, tu vois. Même comportement de notre côté, mais une autre personne, un autre projet, et la personne hyper reconnaissante, qui nous envoie 1000 messages, 1000 merci, qui nous dit mais vous n'étiez pas obligé de me mettre en avant. Moi je vous ai vendu. Voilà, c'est ça, tu vois, qui nous envoie des cadeaux chez nous. Mais tu vois, et tu te dis mais c'est fou, c'est hyper compliqué de gérer les gens, de pas causer des frustrations. Tu peux avoir 2 fois le même comportement et c'est perçu complètement différemment. Et avec les employés, c'est pareil. Ouais. Donc moi c'est vrai que ça m'aide pas mal. ChatGPT m'aide pas mal. Voilà, je ça tout le temps. Ouais. Super intéressant. C'est quoi un peu la pire erreur de management que tu as faite ? Intéressant. Pire erreur de management. Ou celle qui t'a le plus appris, on va dire. Ah ouais. Ça me vient pas comme ça. C'est pas que j'ai pas fait d'erreur, en effet, mais... J'ai pas une erreur comme ça qui me vient, mais je pense que cet aspect-là que je viens d'aborder, c'est un truc que j'ai compris il y a pas si longtemps. C'est que moi, je pense souvent que les gens, ils sont comme moi, mais chacun a sa sensibilité, tu vois. Moi, je suis quelqu'un qui aime pas trop qu'on enrobe. Et qui n'ait pas besoin qu'on enrobe, en général, je pense. Tu vois, je peux squeezer un salut, j'espère que tu as passé un très bon week-end, alors c'était comment la retrouvaille avec ton cousin, avant de passer au vrai sujet, tu vois. J'ai pas forcément besoin de ça. Je vais pas mal le prendre, etc. T'as d'autres gens,
ils peuvent être hyper perturbés, que tu leur aies pas demandé comment ça s'est passé ce week-end, cet événement qui était hyper important pour eux. Et cette subtilité-là, je trouve que c'est pas facile. J'apprends au fur et à mesure. Et c'est hyper important parce que tu comprends le mode de fonctionnement des gens. Ah ouais, exactement. Ouais. Toi, du coup, comment tu gères un peu ton temps ? Alors, moi, j'ai pas une routine hyper carrée, tu vois. Je vais pas commencer tous les jours à la même minute et tout. Mais moi, je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup de sommeil, donc je dors beaucoup. J'essaie de me coucher assez tôt et je me lève pas très tôt. Je me lève vers 8h30, tu vois. Du coup, je suis tous les jours chez moi, enfin quasiment, sauf quand je suis en déplacement. J'ai un tapis de marche qui est mon nouveau meilleur ami. Parce que franchement, travailler derrière l'ordi tout le temps assise et tout, c'est problématique. Donc, je travaille depuis le tapis, souvent, environ 1h30 par jour, tu vois, par-ci. Du coup, tu montes ton bureau et tu marches. Ouais, en fait, c'est ça. Je suis sur l'ordi en même temps. Excuse-moi, il reste pile 5 minutes sur les cartes. Ok. Ça marche. Ok. Donc, je fais pas mal de tapis et je travaille en même temps. Et puis, je me fais souvent une pause d'1 ou 2 pour manger, sans stress. Et je finis vers 17h30, 18h. Franchement, aujourd'hui, j'ai un rythme qui est totalement normal, qui est pas du tout étouffant. Le problème, c'est que quand on est entrepreneur, on travaille même après dans la tête, avec la charge mentale. Et justement, avec ce que chacun nous a dit, et les petits soucis et les petites angoisses. Donc, je pense qu'au final, c'est beaucoup plus lourd qu'un juste 35 ou 40 heures. Mais ça va. C'est franchement assez standard. Est-ce que tu as un livre là qui t'a marqué dernièrement que tu conseilles par rapport au business Alors moi, je suis nulle à ça. T'es nulle. T'aimes pas lire. J'ai commencé un nombre de livres de fou. Et je les ai quasiment jamais terminés. Je suis la professionnelle. Je n'arrive pas à lire. C'est pas ton truc, quoi. J'y arrive pas. En fait, même si je commence et que c'est plus ou moins intéressant, je vais laisser de côté. Tu passes à autre chose. C'est pas mon format. Du coup, désolée. Du coup, c'est quoi? C'est plutôt YouTube? Ouais, YouTube, podcast. J'aime bien le podcast Génération Do It Yourself. Génial. C'est ça. Après, j'aime bien plein d'autres podcasts qui sont pas forcément business, mais celui-là, j'aime bien l'écouter. Et voilà, après, je me matraque pas non plus de contenu business parce que franchement, souvent, quand je sors du travail, j'ai pas forcément envie de ça. Tu vois, je me suis beaucoup nourrie de ça les premières années. Je pense les 3-4 premières années. Où là, même au contraire, je voulais que ça. Je voulais que ça, je voulais que des entrepreneurs, je voulais que des histoires inspirantes. Moi, je suis plus trop dans ça en ce moment. Sûrement une passade aussi. Mais... Ça marche. Trop bien. Écoute, merci pour ta transparence, de nous avoir partagé tout comment vous êtes organisé chez Anatae. Super intéressant. Où est-ce qu'on peut suivre l'actualité d'Anatae, ton actu? Merci à toi. J'espère que ça sera intéressant pour ceux qui regarderont et écouteront. Alors, on a un LinkedIn, Anatae, un Instagram, Anatae-matcha. Et puis moi, j'ai mes réseaux, donc LinkedIn aussi, Camille Becerra. Et j'ai un Instagram, c'est Camille Becerra-du-bas. Ok, super. Écoute, merci beaucoup. Merci. Et puis à bientôt. Ciao. À bientôt. Si vous êtes resté jusqu'à maintenant, c'est que l'épisode vous a plu. Donc n'hésitez pas à donner une note 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée ou de liker la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner. Pour suivre l'actu du podcast et les coulisses, vous pouvez suivre la page Instagram de Sous le Capot ou me suivre sur LinkedIn. À très vite.